La question suivante donc, doit être posée par Marie Simeoni. Elle concerne le plan de lutte contre la précarité. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'exécutif, chers collègues, 20% de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Ce chiffre résume bien la situation de notre pays et la précarisation de notre société. Au-delà de ce chiffre symbolique, il est avéré qu'une personne qualifiée de pauvre vit entre 11 et 13 ans de moins qu'une personne plus aisée. Aussi, il est de même avéré que la pauvreté touche de plus en plus ses enfants et que celle-ci... Pardon, excusez-moi, là on vous entend mal, il faudrait que vous parliez plus près du micro. Ah, voilà. Excusez-moi. Les pauvres restent pauvres de génération en génération. Il est aussi avéré que les pauvres sont moins diplômés que les personnes plus aisées, ce qui entraîne un handicap dans l'accès à l'emploi. La défaillance de l'éducation nationale dans ce constat est prégnante, vous en conviendrez. La pauvreté est donc un problème politique majeur qui touche une grande partie de notre population. Notre Assemblée a voté le 31 mars 2017 un plan de lutte contre la précarité ambitieux afin de tenter de résoudre cette problématique. Toutefois, depuis de nombreux indicateurs et l'actualité récente démontrent que la précarité est protéiforme et s'accroît d'année en année. Cette donnée questionne donc notre modèle économique et le modèle de société que nous voulons pour notre pays. Dans le même sens, nous héritons de choix au plan national qui pèsent sur notre pays en matière de chômage, de précarité. C'est par exemple le cas concernant la dernière réforme de l'indemnisation des personnes privées d'emploi. Cette réforme imposera, à partir du 1er novembre 2019, pour prétendre à une indemnisation de 6 mois de travail à taux plein, contre 4 mois auparavant. Il me paraît aussi nécessaire de simplifier l'articulation des dispositifs en vigueur, plan national, plan de lutte contre la précarité, plan intercommunal, plan communal, afin de simplifier le travail des associations qui portent les actions au quotidien et qui sont perdues dans ce millefeuille administratif. Il faut, pour rationaliser, afin d'être plus efficace et efficient dans notre conduite, qu'une coordination de la gouvernance soit établie par un seul chef d'orchestre. Enfin, et j'en terminerai avec ce point, il nous faut, comme dans de nombreux autres domaines et au sujet, des données fiables et consolidées. Vous l'aurez compris, Monsieur le Président, nous sommes en accord avec la mise en œuvre du plan précarité. C'est un plan ambitieux, politiquement fort. Il place les précarités comme enjeu national en Corse. Toutefois, les choses évoluent et l'actualité nous le rappelle. Je vous demanderai donc, suite au vote de notre plan de lutte contre la précarité, quelle stratégie envisagez-vous pour mettre en œuvre ce plan? Et au regard des nouveaux éléments, quelles solutions avons-nous pour répondre au fléau de la précarité? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc, la réponse du Conseil exécutif, et c'est bien Kafadze qui va répondre. Merci, Monsieur le Président. Ma réponse sera un peu longue, le sujet étant assez important. Madame la conseillère, je vous remercie vivement pour cette question qui me permet de présenter un bilan, de proposer une rétrospective et de valoriser ce qui est porté, ce qui existe et peut-être dont on ne parle pas suffisamment. On entend encore trop souvent, je pense, le fait que les choses n'avancent pas, que rien ne se passe, que les projets ne sortent pas. Madame la conseillère, vous et moi et tous les membres de cette Assemblée savons que 70 rapports ont été votés entre janvier et octobre dans le domaine social. Ils sont soumis au vote chaque mois et pour la plupart votés à l'unanimité. Nous savons que parmi ces rapports, nous avons adopté en faveur des plus précaires, des plus vulnérables, des projets majeurs. Le nouveau règlement des interventions du social a été adopté. C'est un véritable levier d'appui et de soutien aux projets associatifs en particulier. Son budget est passé de 800 000 € à 1,4 million en 2 ans, 900 000 €, pardon. Près de 80 projets sont soutenus chaque année à ce titre. Les associations travaillant en contact des plus vulnérables sont soutenues qu'elles œuvrent pour l'alphabétisation, pour l'accès aux droits, contre l'isolement ou dans la distribution alimentaire. Je vous rappelle les actes de ce règlement, Madame la conseillère: soutien aux plus vulnérables, lien et cohésion sociale, valorisation du bénévolat, innovation sociale. Le financement de l'aide alimentaire aura augmenté de 100 000 € entre le budget 2018 et le budget 2020 que je vais prochainement présenter. Le dispositif de fin d'année des primes de Noël, dite de Noël, a été doté de 150 000 € de plus depuis 2018. Les règlements des aides du social, présentés par chapitre depuis le début de l'année, ont permis des avancées notables dans toutes les politiques publiques du champ social. Augmentation du montant annuel des secours urgents adultes, capacité des territoires à débloquer des aides alimentaires immédiates, développement des aides techniques en direction des personnes âgées sur tout le territoire. Le nombre d'établissements habilités à l'aide sociale, c'est-à-dire la prise en charge des frais d'hébergement en établissement des personnes âgées les plus pauvres, a augmenté depuis 2018, avec de nouvelles places habilitées, en particulier sur le Chismonde qui en était déficitaire.
6 logements à destination des femmes victimes de violences ont été sanctuarisés par la mise à disposition du patrimoine de la collectivité de Corse. Les services de protection maternelle et infantile ont été renforcés sur le territoire avec des recrutements supplémentaires de ressources médicales et paramédicales, car il est indispensable que nous développions nos actions de prévention. La littérature scientifique, mais aussi nos expériences sur le terrain, nous montrent clairement que c'est l'accompagnement apporté chez le tout petit enfant et même en période prénatale qui fait la différence. Les centres de planification et d'éducation familiale sont en train d'être restructurés car je porte le projet que toute femme sur tout le territoire, et cela rejoint les éléments développés sur l'autre question relative aux femmes et la ruralité, que toute femme donc puisse accéder à un avortement médicamenteux gratuitement et anonymement. J'aurais pu vous répondre, Madame la conseillère, plus simplement en vous indiquant que près de 80% des fiches actions du plan précarité sont d'ores et déjà engagées ou mises en œuvre et que la collectivité intervient sur l'ensemble des axes de ce plan. Sur l'axe logement, l'adoption en septembre du nouveau règlement des aides au logement en est l'expression. La convention d'objectifs et de moyens à venir avec l'OPHCC en est une autre. Sur la précarité étudiante, ont été présentés 2 rapports qui présentent les nouveaux dispositifs d'aide à destination des étudiants en situation de précarité, fruit d'un travail conjoint entre la DGA en charge du social et la direction de l'enseignement supérieur. Sur l'axe santé, que je suis plus attentivement encore, les dispositifs d'appui financier aux maisons de santé pluridisciplinaires sont présents. Un groupe de travail qui porte l'expérimentation du bus santé en plaine orientale est actif. Les groupes de travail issus des assises de la santé sont installés. Un dispositif d'appui complémentaire sur l'exercice coordonné des professionnels de santé sera présenté d'ici janvier 2020. Bref, je ne veux pas faire ici un catalogue, mais je souhaite prendre le temps de rappeler que la feuille de route que j'ai présentée en juillet 2018 s'incarne dans l'action, se traduit par ces projets, se développe à travers une offre de services renouvelée avec le souci constant de lutter contre la précarité. Il faut sortir d'une posture d'impuissance et de constat. C'était, je crois, l'introduction du produit tout social en 2018. Il faut aussi sortir de la litanie du chiffre. 20% des personnes vivent sous le seuil de la pauvreté. Que représente ce pourcentage ? Que sont ces personnes? Où vivent-elles? Ces 20% ne renvoient pas une réalité monolithique. Ils renvoient une réalité contrastée sur le plan social. Les précarités touchent plus fortement les familles monoparentales et il y a une forte disparité territoriale. Le taux de pauvreté est bien plus fort en plaine orientale et en Balagne, où l'on dépasse les 23%. Plus encore sur certaines communautés de communes, où l'on frôle les 30%. C'est pourquoi je ne veux pas opposer les différents niveaux d'intervention. Le travail des communes et intercommunalités est important, celui des associations est plus que jamais nécessaire. La collectivité doit être présente à leur côté en soutien technique et financier. C'est le travail de l'ensemble des directions du DGA social et de la DGA aménagement et développement du territoire, avec laquelle nous structurons au sein de la collectivité des points d'entrée uniques à destination des associations comme les communes. Je ne parlerai pas de millefeuille administratif, je parlerai de missions respectives de subsidiarité. Vous soulignez également, et j'en terminerai, le besoin d'articulation des démarches et des dispositifs entre l'État et la collectivité. Je rappellerai simplement 2 dates, le plan précarité de la collectivité en mars 2017, la stratégie pauvreté par le gouvernement en 2019. Depuis 2018, la collectivité est chef de file de l'action sociale est en ordre de marche. Le réseau des acteurs sociaux a été lancé en octobre 2018. Notre rôle de chef d'orchestre, nous l'assumons et nous l'assurons et nous le continuerons à le tenir sans faillir. Je vous remercie.